salaam sama gars yi Khadim Bamba Diagne def na discours bu am solo ci wàllu renégociation des contrats mais aussi wax na ci wàllu presse bi naka lañ koy réformer wax na aussi ne renégociation du contrat loo xam ne c'est inévitable la discours bi nag daf ko waroon def ci olof parce que wax ni ci lu am solo mais malheureusement ci français la ko def mais discours bu am solo boo xam ne Sénégal yëpp waroon nañ ko déglu ñu déglu discours bi après ñu ñëwaat ci analyse. Je pense que c'est là où la presse commence à switcher, ne pas passer tout son temps sur les questions politiciennes parfois, qui peut faire plaisir pour 24 heures ou pour 2 heures après. Aujourd'hui, tu as du mal à lire. Tu feuillettes la presse. Tu regardes, tu feuillettes. Parce que c'est des choses parfois que tu as déjà lues sur Facebook ou tu as lu dans une autre plateforme. On te le donne dans un journal. Pourquoi le lire? Tu l'as déjà lu. Mais qui travaille sur aujourd'hui? On a vendu... bon, je ne veux pas citer de nom, mais il y a de grandes compagnies qui sont achetées par des Marocains. On parlait de sédiments qui devaient être vendus. Mais pourquoi on vend sédiments? Si on vend sédiments, pourquoi les Sénégalais ne l'achètent pas? Aujourd'hui, on parle de EDK qui doit acheter... mais c'est extraordinaire. Mais c'est des choses, quelque part, c'est des débats, mais aussi, la presse ne doit pas faciliter la tâche au secteur privé. Le secteur privé doit savoir que son meilleur allié, c'est la presse. Mais pour jouer ce jeu-là, il faut qu'il y ait quelque part, que ce soit les jeunes reporters, essayer de voir que ce soit MEDES, que ce soit CNP, même si on a beaucoup de consortiums, mais essayer de les voir, de les organiser sur l'essentiel. C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que le secteur privé a analysé le Sénégal 2050 pour voir quelle est sa part et comment faire pour imposer l'État à avoir sa part? Quel est le rôle que la presse doit jouer pour lui permettre de prendre une part de sa part? Parce que la presse doit jouer le rôle de surveillant de la politique publique, des politiques publiques. Surveiller l'État en lui disant « Ah, vous avez dit que vous voulez une économie endogène, donc ce projet-là, il y a un Sénégalais qui peut le faire. Vous ne pouvez pas le donner, on ne vous laisse même pas le choix de le donner à une entreprise étrangère. » Mais c'est quoi le problème? Si l'État, quelque part, ou le secteur privé national veut qu'on mène un combat pour lui, et il n'y a pas de giving back, je pense qu'il sera très difficile pour que aussi la presse s'en sorte. La presse, pour moi, son meilleur allié, c'est le secteur privé. Et allez-y dans n'importe quelle presse au monde, c'est le secteur privé qui tient la presse. Mais non, mais quelque part, le prix c'est 1000 fois rien, c'est le Sénégal, c'est l'État. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, je connais un secteur privé aussi. Non, non, vous voyez, ça c'est les petits projets. Je vous donne un exemple très simple. On veut dire le projet des 100 000 logements. Mais le projet des 100 000 logements a besoin, aujourd'hui, entre l'État et le secteur privé, on a besoin d'un arbitre. On a besoin d'un arbitre qui nous dit que si tu donnes le marché au secteur privé national, ils vont faire le projet sérieusement. Personne. Parce que l'État aussi te dit que à une fois on a fait ça, une fois on n'a pas eu ce que nous voulons. Mais quand ce débat-là se pose, la presse dit que maintenant je vais être le vigile, je vais être le surveillant. L'État, vous devez donner ce marché-là au secteur privé national. Mais vous, le secteur privé, qu'est-ce que vous mettez en termes de consortium, en termes de syndication pour gagner 1000 logements? Et 1000 logements, comment nous devons faire pour surveiller ce que vous faites? Et c'est le modèle qui doit changer. C'est-à-dire qu'on ne va pas laisser quelqu'un, un homme riche, qui va dire que fais ça pour que j'ai ça. Mais non. Autant le secteur privé constitue un consortium, autant la presse constitue aussi un consortium. Si vous mettez en place les jeunes reporters, je ne pense pas qu'on peut contrôler un journal, mais on ne peut pas contrôler des journalistes. Ce rôle de vigilat, c'est ce qui permet... La presse peut chercher son intérêt. C'est tout à fait normal. Mais il y a un rôle qui dépasse l'intérêt crypto-personnel, égoïste, et qui nous permet d'atteindre l'intérêt général. Le Sénégal a besoin que l'État et le secteur privé travaillent, mais à condition qu'il y ait quelqu'un qui les surveille. Mais par exemple, on a parlé du projet des 100 000 logements. Mais aujourd'hui, posez-vous la question, mais qui va construire ces 100 000 logements-là? Parce que l'État pense qu'il y a des gens qui disent que oui. Et une fois, je vois des gens du secteur privé comme ça. Qu'est-ce qu'ils demandent? Que l'État me donne je ne sais pas comment on l'appelle, j'ai oublié le truc, pour lui permettre d'aller chercher en fait un partenaire et gagner de l'argent. Ça veut dire que tu gagnes de l'argent facilement. L'État écrit, à partir de cette écriture-là, une garantie qui te permet d'aller lever des fonds, de gagner de l'argent sans risque. Mais l'État préfère aller chercher un partenaire qui va venir construire sur fonds propres et lui payer cette dette-là.
Toutes ces questions-là, pour moi, méritent d'être soulevées. Mais il faut qu'il y ait, pour moi, le changement du métier du journaliste, qui ne se limite simplement pas d'être, oui, un canal pour permettre à l'État de communiquer, mais de les surveiller. Parce qu'ils vont partir, mais la presse est là. La presse est là. Et je n'oublie jamais en 2005, quand, paix à son âme, Soro Diop parlait de négociations, je sais pas, du protocole de Rebeuss entre Idrissa Seck et Abdoulaye Wade. Il a dit que le protocole n'existait pas. L'autre, Abdoulaye Wade, les gens du PDS disaient que le protocole n'existait pas. Mais quand dans une émission à la radio, Soro Diop dit que je persiste, je signe, il y a un protocole. J'ai dit à mon grand frère que je crois à ce journaliste-là. Non, le fait d'avoir insisté que le protocole existe, mais sa façon d'insister, tu sais que celui-là, il tient quelque chose. Et l'histoire lui a donné raison. Et je pense que pour moi je rêve ces genres de journalistes-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut pousser les hommes politiques, le secteur privé. Parce qu'aujourd'hui aussi, autant on peut taxer, il y a des hommes politiques qui font du n'importe quoi, il y a des hommes d'État qui font du n'importe quoi, mais aussi il y a des secteurs privés qui font du n'importe quoi, il y a des journalistes qui font du n'importe quoi. Il faut qu'on ait le courage de se poser les bonnes questions, de se remettre en cause, mais on a besoin d'un secteur privé, d'une presse. La presse ne peut pas être libre que si elle est soutenue par le secteur privé. L'État a ses intérêts. Hein. C'est une erreur. Hein. L'État peut faire une subvention, mais pour moi, pour permettre à la presse d'avoir les reins solides, de dire au secteur privé, ton intérêt c'est quoi? Gagner des marchés, maximiser ton profit. Mon intérêt c'est que tes marchés aussi impactent sur l'économie sénégalaise. Et le secteur privé qui était là au temps de Wade, c'est le secteur privé qui est là jusqu'à présent. Le secteur privé est là, la presse est là, et les gouvernants changent. Mais pourquoi ces gens qui restent, qui sont là depuis Mathusalem, mais ne se parlent pas et n'essayent pas de trouver un terrain d'entente? C'est un travail. Ne pensez pas que la presse va contrôler, le secteur privé va contrôler la presse. Non, le secteur privé va permettre à la presse de jouer son rôle. Et si la presse joue son rôle, le premier gagnant, c'est l'État. En France, tu n'oses pas donner un marché qu'une entreprise française peut faire, tu n'oses pas le donner à une entreprise étrangère. Mais au Sénégal, on a assisté ici en 2007, avec l'ANOCI, on a fait des ponts au Sénégal. Le pont de Fann, on l'a fait, le pont de Sacré-Cœur. En 2021, on est allé chercher une entreprise française qui a sous-traité avec une entreprise chinoise pour faire des mêmes ponts que des entreprises sénégalaises pouvaient faire. Vous pensez que s'il y avait le secteur privé jouer son rôle avec la presse va pousser à bout l'État du Sénégal. Pourquoi vous donnez ce marché à une entreprise étrangère? L'État n'aura pas une réponse. Et pour moi, les géants du secteur privé ne sont pas connus même par la presse. Et c'est ça qui fait le plus mal. Si je vous demandais les personnes les plus riches au Sénégal, vous allez me dire des personnes que vous voyez, ils sont pas des personnes. Ce n'est pas les milliardaires, ce n'est pas les gens qui tiennent ce pays-là. Pourquoi? Parce que c'est les gens qui tiennent ce pays, ils disent qu'avec ou sans la presse, on va s'en sortir. Mais si la presse joue son rôle, ils vont trouver leur intérêt à travailler avec la presse. Je pense que pour moi, c'est un travail, c'est un atelier que la presse doit organiser pour permettre aux financiers, aux économistes de pouvoir réfléchir et trouver une leçon, une voie pour sortir de la presse de cette situation. Cette situation ne plaît à personne. Je pense qu'il faut trouver une solution le plus rapidement. Alors, pour la Djibril Diallo, pour la renégociation des contrats, est-ce que ça ne va pas faire fuir les investisseurs? Pour moi, il faut être juste. Il faut être juste. Et il faut savoir aussi ce que nous voulons. Nous ne pouvons pas avoir des ressources et que ces ressources-là n'impactent pas sur l'économie. Nous voyons qu'il y a des anormalités, ça n'impacte pas et nous fermons les yeux comme si de rien n'était. Je pense que le rôle d'un État, c'est d'essayer de trouver les réponses aux problèmes que la situation du pétrole se pose. Le problème des investisseurs ne vont jamais quitter le Sénégal et dans l'environnement des affaires, nous avons une très bonne place au niveau de la sous-région et je pense que le Sénégal se bat avec la Côte d'Ivoire pour la première place. Donc dans l'environnement des affaires, parfois aussi être dans le monde des affaires, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit. Même les compagnies entre elles, mais se font une bataille extraordinaire. Mais quand même, c'est dans le monde des affaires. On se donne des coups, mais après, demain, on est ensemble. Aujourd'hui, GTA, on partage GTA avec les Mauritaniens, avec BP et Cosmos. BP et Cosmos, c'est les deux partenaires. Ils étaient ensemble au tribunal arbitral de Sirdi. Pourtant, c'est des compagnies qui sont ensemble. Dans le monde des affaires,
aller au tribunal, c'est quand même accepter qu'il y a un état de droit. Et il faut qu'on ait cette culture-là. Au Sénégal, nous, on n'a pas cette culture. Si dans le même quartier, vous amenez quelqu'un au tribunal, ou bien ton frère, ou bien quelqu'un, vous dites que mais dans le monde des affaires, c'est la règle. Ça permet de créer une jurisprudence pour que demain, on sait ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Alors, et pour la croissance économique. Alors, la croissance économique, c'est l'ensemble des richesses créées à l'intérieur du territoire. Et donc, on peut faire des prévisions sur la richesse qu'on peut avoir. Maintenant, ce qui est plus difficile, c'est quand tu traverses des moments difficiles, un moment de crise, parce que le plus difficile, c'est de trouver un niveau d'endettement imprévu. Imprévu au niveau d'endettement qu'on ne peut jusqu'à présent pas maîtriser. Et donc, si tu devais commencer un plan de relance, on vous dit que tu pensais que tu étais à 14 000 milliards d'endettement, maintenant c'est 18 000 milliards. 18 000 milliards, ça perturbe tout. Après, oui, il se peut même qu'il y ait encore quelques milliards, parce que tantôt, parfois, tu lis, on dit que ça a dépassé les 100%, tantôt ça 119%, ça pose problème. Il n'y a pas encore une visibilité claire. Et quand la visibilité n'est pas claire, la prime d'assurance est extrêmement importante. Maintenant, l'État est obligé de développer d'autres stratégies d'endettement. Et là, l'État va essayer de voir comment faire pour développer la dette bilatérale et la dette multilatérale. Essayer de se retirer un tout petit peu de la dette commerciale ou dette privée. Parce que la dette bilatérale, c'est la dette entre États. Parfois, c'est des appuis budgétaires, c'est avec des taux concessionnels. Parfois, c'est 0%, parfois, c'est 1%. Si c'est la dette multilatérale, c'est pour cela que vous voyez le Sénégal, le FMI vient, et ainsi de suite, parce que la dette du FMI ou de la Banque mondiale ou des institutions financières internationales, maximum, c'est 2%, c'est des taux concessionnels. Donc, un État qui traverse des moments difficiles essaie d'éviter le marché des eurobonds, parce que le taux est explosif, pour privilégier le marché des crédits bilatéraux et multilatéraux. Maintenant, tout cela ne peut pas avoir des impacts sur la croissance économique, ça c'est clair, mais avec les hydrocarbures, la croissance économique peut aller jusqu'à 8%, 10%. Hein. Mais le problème n'est pas à ce niveau. La croissance appartient à ceux qui ont contribué à sa réalisation. Parce que si on fait une croissance de 100%, est-ce que vous savez que la Guinée équatoriale faisait des taux de croissance de 33%? Mais quoi? C'était une croissance sur les hydrocarbures qui n'impactait pas sur l'économie. Donc la croissance, moi je fais partie des économistes qui pensent que la meilleure façon de chercher la situation économique des Sénégalais, c'est de mesurer la croissance économique sur l'indice de développement humain ou bien sur le produit national brut. Le PIB, la différence entre le PIB et le PNB, le PIB c'est le produit intérieur brut, c'est la richesse créée à l'intérieur du territoire. Quand on parle de la richesse créée à l'intérieur du territoire, c'est la richesse créée et par les Sénégalais et par les non-Sénégalais. Or, quand on parle de PNB, c'est la richesse créée par les Sénégalais. Il est bien qu'on puisse mesurer cet indicateur-là. Qu'est-ce que les Sénégalais ont gagné d'une année à une autre? Pour moi, personne n'en parle, mais pour moi, c'est le seul indicateur qui nous permet de savoir est-ce que les Sénégalais sont en train d'évoluer positivement en termes de croissance. Mais malheureusement, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais si on augmente la consommation, on augmente la production du pétrole et du gaz, mais la croissance va exploser. Après, c'est quoi cette croissance-là? Ce n'est pas grand-chose dans l'activité économique. L'État va avoir voir ses ressources augmenter, mais nous, ce que nous voulons, c'est une croissance qui impacte sur la qualité de vie des Sénégalais. Le Wolof a deux mots pour faire la différence entre croissance quantitative et qualitative. Dans la croissance quantitative, ce qu'on appelle yokkute, et la croissance qualitative, c'est ce qu'on appelle natange. C'est-à-dire que toi, tu sens que ta situation à N est mieux que ta situation à N-1. Et ce qui manque pour moi, c'est les gens n'évoluent pas. Vous voyez, les Sénégalais deviennent de plus en plus pauvres, traversent des moments extrêmement difficiles, et pourtant la croissance économique augmente. Nous sommes un pays pauvre, très endetté. Chaque année, on va connaître une croissance. Dans les pays riches, la croissance n'évolue même pas. Parfois même la croissance est négative, mais parce que ce sont des pays qui ont déjà réglé toutes les dépenses plus ou moins complexes. Alors, Émile Da Silva, je suis parfaitement d'accord sur la situation de la presse. En tout cas, moi, ça me fend le cœur. Pour moi, et je l'ai dit dans des trucs encore beaucoup plus solennels, qu'il faut trouver une solution. Parce que moi, mon combat, c'est des journalistes qui challengent continuellement les hommes politiques. Moi, pour moi, la chose la plus importante dans une démocratie,
c'est une presse libre et qui met la pression. Parce que pour moi, on ne doit pas contenter, nous sommes un pays souverain. Nous devons avoir des journalistes surveillants qui contrôlent les politiques publiques, qui contrôlent. On peut avoir un leader qui se dit que moi je suis droit, je suis sérieux, je ne vole pas, mais ça ne veut pas dire que le leader ne vole pas, que les autres ne volent pas. Non. Mais il faut quelqu'un qui les contrôle. Et c'est pour cela que moi, il faut vraiment qu'il y ait ce travail-là, entre le secteur privé, l'État et la presse, que les gens puissent définir, permettre à la presse d'avoir sa liberté. Et pour moi, avoir la liberté, la presse n'est libre, la liberté de la presse, pour moi, on la mesure par rapport à l'exécutif. Parce qu'il n'y a que l'exécutif qui peut dire à la presse, bon, si tu ne fais pas ça, je peux. Donc, il faut, quand tu libères la presse de l'exécutif, pour moi, c'est une très bonne chose. Et ce qui manque maintenant, c'est quels sont les autres acteurs qui doivent aider la presse. Aujourd'hui, mais il y a tellement d'entreprises qui peuvent accompagner dans leur responsabilité sociétale, qui peuvent accompagner dans quelque part une partie, 2% de leurs bénéfices. Nous avons la plus grande entreprise de télécommunications, la plus grande entreprise même de la zone IMOA. C'est une entreprise sénégalaise qui fait un chiffre d'affaires de 2600 milliards. Et quel est le rôle de cette entreprise-là? C'est-à-dire que 1% de cette entreprise, de chiffre d'affaires de cette entreprise-là règle le problème de... Mais personne n'en parle. Il n'y a aucune stratégie. Et pour moi, c'est là où on a une presse libre. Pourquoi? Cette entreprise même, c'est détourner des médias. Mais, tout à fait. Ça va être très compliqué. Ces entreprises se sont affranchies des médias parce que la publicité qu'ils mettaient dans les médias est réorientée vers le digital. Ça montre que... Et tout ça, c'est des séances de travail et avec un État aussi qui joue le jeu pour faciliter la chose. Alors, pour Amadou Sabarba, la destination des barils. Bon, et pour l'autre, excusez-moi, Kiaba, sur le baril de pétrole aussi. Alors, les compagnies pétrolières